Bienvenue bande d'otaku pour la suite de cette rétrospective. Nous avons atteint la barre des 10 arcs avec Freezer et il nous reste environ 4 arcs à traiter en comptant celui-ci. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons. Partie 1, la nouvelle menace. Nous sommes de retour sur Terre cette fois-ci, avec le retour d'une armée plutôt connue, le Red Ribbon, celle-là même que Goku a démantelée il y a plusieurs années. C'est Trunks, le garçon venu du futur, qui explique sa présence ici. Il dit que dans 3 ans, 2 cyborgs vont débarquer et tuer toute la Dragon Team, sauf Goku, mort avant, mais on en parlera plus tard. Et chose sûrement incohérente, il parle bien de C-19 et C-20. Il dit que c'est eux qui ont tué le Dr Gero et que 2 cyborgs étaient ensuite livrés à eux-mêmes. La façon dont la phrase a été formulée, on peut penser que c'est bien de C-19 et C-20 qu'il parle, et sont les menaces du futur. Mais on peut aussi le voir en mode, c'est C-19 et C-20 qui ont tué le Dr Gero, et qu'ensuite 2 autres cyborgs ont été livrés à eux-mêmes. Mais bon, comme beaucoup savent, c'était vraiment C-19 et C-20, les 2 menaces du futur de Trunks. Mais l'éditeur de Toriyama à l'époque n'a pas trop aimé leur design, donc Toriyama a dû créer d'autres menaces en les personnes de C-17, C-18 et C-16. Et il y a aussi une histoire avec l'éditeur sur ces 3 là, mais ce sera pour le prochain arc. Donc le Dr Gero est le seul survivant suite à l'attaque de Goku au QG du Red Ribbon, et suite à cela, il a créé les cyborgs pour se venger de lui. Il l'a observé suite à cet événement jusqu'à son combat contre Vegeta et a créé les cyborgs en parallèle. Mais il ne savait pas que Goku avait atteint le stade de Super Saiyan suite à son séjour sur Namek. Mais Goku se retrouve quand même mis à mal par C-19, mais on en parlera plus tard. Les 2 premiers cyborgs que l'on voit sont donc C-19 et C-20. C-19 est un rondouillard avec une sorte de chapeau pointu et C-20 est un vieux monsieur avec une sorte de long chapeau. Tous 2 sont habillés de la même manière et portent le logo du Red Ribbon. Quand ils arrivent, ils détruisent le véhicule de Yajirobe sans que personne ne s'y attende. Ils débarquent ensuite en ville et tuent des passants sans scrupules. Et Yamcha est leur dernière victime avant l'arrivée du reste de la Dragon Team. Les 2 peuvent absorber l'énergie avec leurs mains. Mais ce ne sont pas les menaces principales de cet arc. C-20 est en fait le Dr Gero et dit que C-17 et C-18 sont beaucoup plus dangereux que lui. Mais sauf que ces derniers n'obéissent pas à leur créateur et C-17 le tue sans scrupule. Et le comble, c'est qu'ils ont une énergie illimitée. Et ce sont ces 2 cyborgs qui ravagent le futur de Trunks. Car oui, Trunks est présent dans l'arc pour donner un coup de main, mais malheureusement est impuissant face aux cyborgs, même en Super Saiyan. Il y a aussi C-16 en plus, mais on ne connaît pas son potentiel à ce niveau de l'histoire. On sait juste qu'il a été créé comme les autres pour éliminer Son Goku, et qu'il a été construit à partir de rien. Les 2 cyborgs dominent la Dragon Team, et ces derniers sont impuissants face à eux. Alors que même Trunks et Vegeta ne peuvent rien faire, comment Goku va les combattre ? Ça, c'était un mystère à cette époque. Partie 2, la maladie de Goku. Goku n'est pas très présent dans cet arc. On apprend par Trunks que dans son futur, Goku mourra avant que les cyborgs débarquent, et donc qu'il n'a pas pu les affronter. Mais le jeune homme lui donne le médicament qui le guérira, car dans le futur, celui-ci existe. Il tombe malade juste au moment où il affronte C-19, ce qui lui fait perdre le combat, et est sauvé par Vegeta. Donc il est écarté du champ de bataille pour aller prendre son médicament. Goku n'a pas pu trop briller dans cet arc, mais ça permet de mettre les autres personnages plus en avant. Il reste quand même en joie d'affronter les cyborgs, car c'est un Saiyan. Bulma propose quand même de rassembler les Dragon Ball pour chercher le Dr Gero et le tuer, pour pas qu'il crée les cyborgs. Quand même, elle parle de tuer un homme, aussi mauvais qu'il soit. Ils sont un peu tarés dans la Dragon Team. Surtout que pendant l'arc du Red Ribbon, elle dit à Goku qu'il n'était pas obligé d'aller aussi loin pour la sauver. Bon, après le contexte reste différent, mais quand même. Et Vegeta ne veut pas que ça se fasse, et Goku non plus, et sort un bon argument. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas le tuer s'il n'a encore rien fait, mais ça me tue le fait qu'il parle aussi calmement de tuer un homme. On ne voit pas les retrouvailles entre Goku et Chi-Chi, mais ils se disputent déjà quelque temps après celle-ci, car c'est à propos du fait que Gohan doit s'entraîner. Et Goku ne sent pas sa force en voulant tapoter sa femme et l'envoie traverser le mur. Et Chi-Chi sort une phrase de femme soumise. C'est vrai que ça fait un peu sexiste ce qu'elle dit là. Et on passe assez vite sur l'entraînement des guerriers. Et d'ailleurs, Goku a changé de tenue, mais pas de couleur. Il n'a plus de signes au niveau de la poitrine, ni dans le dos, et sa ceinture est enroulée d'une autre manière.
À la base, n'oublions pas que c'est la tenue de l'école de Kame Sennin. Krillin et Yamcha, eux, la portent toujours avec le signe de la tortue. Et du coup, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ce changement de tenue. Et d'ailleurs, c'est souvent cette tenue-ci qui est utilisée dans les jeux, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il se bat en Super Saiyan, mais se fait dominer à cause de sa maladie cardiaque. Il n'avait pas pris le médicament car les premiers symptômes ne sont pas apparus et Trunks lui a bien dit de le prendre dans ce cas-là. Mais sa maladie s'est déclarée plus tard. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment il l'a attrapé, car cette maladie débarque de nulle part et est censée le tuer. Après, c'est vrai qu'une maladie peut se déclarer sans crier gare. Mais apparemment, c'est un virus, et dans le futur, ils ont trouvé un remède. Alors ça doit être une maladie que beaucoup de monde a dû attraper. Enfin, après, il y a eu les cyborgs, donc je ne sais pas si le virus a eu le temps de se propager. Mais c'est sûrement Bulma qui a créé le remède suite à la mort de Goku. Et Toriyama n'a pas dû penser aussi loin. Il a peut-être dû se dire que mettre une maladie dans l'œuvre à ce moment-là était intéressant, et n'a pas cherché plus loin. En soi, ça l'est, car ça peut montrer que aussi fort que tu sois, une maladie peut te terrasser, ce qui est le cas dans la vraie vie. C'est juste que comme c'est vendu comme un virus, ça aurait été sympa de savoir comment il l'a eu, mais ce n'est qu'un détail. Partie 3, l'évolution de Vegeta. Vegeta est désormais père dans cet arc, et il a eu un enfant pendant l'ellipse des 3 ans avec Bulma. Ça a surpris Goku de l'apprendre. Et d'ailleurs, j'aime bien la mise en scène quand les deux personnages parlent juste après que ça ait parlé d'eux. Et Trunks a bien expliqué pourquoi Bulma a quitté Yamcha. Dire que lui au début avait peur des femmes, et depuis qu'il sort avec Bulma, il n'arrête pas d'en voir plein. Il a voulu découvrir les plaisirs ailleurs. Après ça se comprend, mais ça se fait pas quand on est en couple quoi. Mais malgré qu'il soit père, Vegeta n'a pas tellement changé pour autant. Il reste avec la Dragon Team car ils ont un objectif en commun, vaincre les cyborgs. Et comme Vegeta est le prince des Saiyans et en a la fierté, il veut affronter les cyborgs. Et entre-temps, il a lui aussi atteint le stade de Super Saiyan. Bon, c'est plus ou moins incohérent, car sur Namek, il n'a pas réussi à devenir un Super Saiyan, et là, juste parce qu'il s'est plus entraîné et qu'il était énervé contre lui-même, bah, il l'a atteint. Du coup, ça casse un peu son parcours dans l'arc Freezer, et que n'importe quel Saiyan peut atteindre ce stade. Ça enlève le côté légendaire de la transformation. C'est pas tellement incohérent, mais ça retconne la légende. Après, ce n'était qu'une légende, et une légende peut être réinterprétée, mais bon, c'est un peu facile. Car c'était une récompense pour Son Goku, car il était pur et sa colère a réveillé le Super Saiyan qui est en lui. Et Vegeta est purement maléfique, donc il a réussi à atteindre ce stade. En soi, c'est pas tellement incohérent, car ça a déjà été cassé avec Trunks, alors Et fallait aussi faire évoluer Vegeta. Et donc en Super Saiyan, il est plus violent que dans son état normal. Il vainc ses 19 assez facilement avec une nouvelle technique, le Big Bang Attack. Et j'y pense, le canon Garlic, il l'utilise qu'une seule fois. C'est dans les jeux ensuite que la technique a été démocratisée, tout comme le Big Bang Attack il me semble. Mais de toute façon, on en reparlera. Vegeta est toujours aussi fier et arrogant. Il se fiche de sa femme et de son fils. Bon, perso à ce stade, je vois juste qu'ils ont fait leurs affaires et ne sont pas vraiment ensemble. Car sinon, Vegeta serait un peu plus différent. Mais là, il s'est focalisé sur le fait de vaincre les cyborgs. Il va affronter C-18 en combat singulier et va se faire battre. Il se défendait bien, mais comme C-18 ne ressent pas la fatigue, c'est logique qu'elle prenne le dessus à un moment donné. Vegeta, suite à sa défaite, a été blessé dans son honneur car vaincu en Super Saiyan et par une femme. Et d'ailleurs, il me semble qu'à ce stade de l'histoire, C-18 est le seul personnage féminin vraiment puissant. C'est pour ça que ça étonne les autres qu'une jeune fille soit dans le lot. C'est vrai que c'était plutôt rare de voir une femme forte à l'époque, même si les plus connues datent des années 80-90. Mais pour revenir à Vegeta, ce n'est pas dans ce court arc qu'il est le plus intéressant. Ce n'est qu'après qu'il va plus évoluer. Partie 4, la Dragon Team. La Dragon Team est un peu plus mise sur le devant de la scène dans cet arc. Piccolo tient tête à ses 20, mais est impuissant face à ses 17. C'est bien pour ça qu'il s'en va voir le Tout-Puissant pour refusionner avec lui. Et même ce dernier se rend compte qu'il ne sert plus à grand chose et que tout le monde l'a dépassé. Et Piccolo lui dit qu'il reste en vie juste pour les Dragon Ball, ce qui n'est pas totalement faux. Mais ce n'est que dans l'arc suivant que tout cela va se concrétiser. Les autres membres sont juste là pour se faire défoncer. Chaozu n'est pas présent, car même s'il s'est entraîné, il n'est pas au niveau. Tenshinhan n'a pas trop brillé non plus, mais ce n'est que partie remise. Yamcha, on en a déjà parlé. Gohan ne s'est même pas battu. Et Krillin, bah, le docteur Gero le trouve insignifiant. Et il reste en arrière pendant que tout le monde se fait défoncer. Je veux bien remonter l'estime de Krillin, mais là, c'est pas ce petit arc qui va aider. Mais de toute façon, cet arc ne sert que d'introduction. Cet arc se compose de 21 chapitres, du 335 au 356. Et pour les nouveaux arrivants, je précise que je me base sur le super livre,
et qui montre que l'arc cyborg et Cell sont deux arcs différents. À la base, les cyborgs devaient être la menace principale, mais il y a eu des changements en cours de route. Même pour C17 et C18, l'éditeur trouvait qu'ils faisaient trop jeunes. Et donc la prochaine menace, on en parlera dans l'arc suivant. C'est une bonne idée de ramener le Red Ribbon, mais en beaucoup plus dangereux. Un seul scientifique a pu créer des armes de destruction. Et c'est pour ça que les premiers arcs sont importants. Car sans ce qui s'est passé dans l'arc Red Ribbon, pas d'arc cyborg. De toute façon, c'est une seule et même œuvre, on répétera jamais assez. Les cyborgs sont quand même une grande menace, et cet arc nous le démontre bien. Du coup, même avec l'aide de Goku, comment vont-ils faire? Car ils sont plus dangereux que ceux du futur de Trunks. Mais le prochain arc répondra à nos questions. Car celui-ci est plutôt court, et avec les événements qui vont se passer, cet arc est juste une introduction. Et on le verra la prochaine fois. On a toujours les petits soins du détail à la Toriyama. D'ailleurs, il me semble que j'en ai jamais parlé, mais j'aime bien les changements de police pour le titre à chaque chapitre, c'est assez original. Ça a déjà été fait pour les arcs précédents, mais c'est que maintenant que j'en parle. Et j'aime bien aussi le discours récapitulatif de Krillin. Il remonte à l'époque où lui et Goku se sont entraînés avec Kame Sennin et le fait qu'il détestait Goku. C'est vrai qu'il l'aimait pas trop, mais de là à le détester, c'est un peu fort peut-être. Et après, il dit que les ennemis d'autrefois sont les amis d'aujourd'hui, car ils avaient un objectif commun. En soi, Tenshinhan est venu de leur côté avant l'arrivée de Piccolo, et c'est vrai que pour les adversaires suivants, c'est bien le cas. Il dit qu'un ennemi plus fort à chaque fois est apparu, et ne se doutait pas qu'ils en arriveraient là. C'est vrai qu'elle remonte à loin l'époque où les menaces étaient terrestres. En soi, elles le sont également dans cet arc, mais elles sont plus fortes que les anciens adversaires. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner et à lâcher vos commentaires. Et on se dit à la prochaine. Ciao!